fantôme de Canterville de Oscar Wilde. Nouvelle îlot idéaliste. 1. Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre d'Amérique, fit l'acquisition de Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il faisait là une très grande sottise, car on ne doutait aucunement que l'endroit ne fût hanté. D'ailleurs, Lord Canterville lui-même, en l'homme de l'honnêteté la plus scrupuleuse, s'était fait un devoir de faire connaître la chose à M. Otis quand ils en vinrent à discuter les conditions. « Nous-mêmes, dit Lord Canterville, nous n'avons point tenu à habiter cet endroit depuis l'époque où ma grand-tante, la duchesse douairière de Bolton, a été prise d'une défaillance causée par l'épouvante qu'elle éprouva, dont elle ne s'est jamais remise tout à fait, en sentant 2 mains de squelette se poser sur ses épaules pendant qu'elle s'habillait pour le dîner. Je me crois obligé à vous dire, monsieur Otis, que le fantôme a été vu par plusieurs membres de ma famille qui vivent encore, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Auguste Dampierre, qui est un agrégé du King's College d'Oxford. Après le tragique accident survenu à la duchesse, aucune de nos jeunes domestiques n'a consenti à rester chez nous, et bien souvent Lady Canterville a été privée de sommeil par suite des bruits mystérieux qui venaient du corridor et de la bibliothèque. « My lord, répondit le ministre, je prendrai l'ameublement et le fantôme sur inventaire. J'arrive d'un pays moderne, où nous pouvons avoir tout ce que l'argent est capable de procurer. Et avec nos jeunes et délurés gaillards, qui font les 100 coups dans le vieux monde, qui enlèvent vos meilleurs acteurs, vos meilleurs prima donna, je suis sûr que s'il y avait encore un vrai fantôme en Europe, nous aurions bientôt fait de nous l'offrir pour le mettre dans un de nos musées publics ou pour le promener sur les grandes routes comme un phénomène. »« Le fantôme existe, je le crains, » dit Lord Canterville en souriant, « bien qu'il ait tenu bon contre les offres de vos entreprenants impresarios. » Voilà plus de 3 siècles qu'il est connu. Il date au juste de 1574 et ne manque jamais de se montrer quand il va se produire un décès dans la famille. « Bah, le docteur de la famille n'agit pas autrement, Lord Canterville. Mais monsieur, un fantôme, ça ne peut exister. Et je ne suppose pas que les lois de la nature comportent des exceptions en faveur de l'aristocratie anglaise. »« Certainement, vous êtes très nature en Amérique, » dit Lord Canterville, qui ne comprenait pas très bien la dernière remarque de M. Otis. « Mais s'il vous plaît d'avoir un fantôme dans la maison, tout est pour le mieux. Rappelez-vous seulement que je vous ai prévenu. » Quelques semaines plus tard, l'achat fut conclu, et vers la fin de la saison, le ministre et sa famille se rendirent à Canterville. Mrs. Otis, qui, sous le nom de Miss Lucretia R. Tappan, de la West 52e rue, avait été une illustre belle de New York, était encore une très belle femme, d'âge moyen, avec de beaux yeux et un profil superbe. Bien des dames américaines, quand elles quittent leur pays natal, se donnent des airs de personnes atteintes d'une maladie chronique et se figurent que c'est là une des formes de la distinction en Europe. Mais Mrs. Otis n'était jamais tombée dans cette erreur. Elle avait une constitution magnifique et une abondance extraordinaire de vitalité. À vrai dire, elle était tout à fait anglaise, à bien des points de vue, et on eût pu la citer à bon droit pour soutenir la thèse que nous avons tous en commun avec l'Amérique, en notre temps, excepté la langue, cela s'entend.
Son fils aîné, baptisé Washington par ses parents, dans un moment de patriotisme qu'il ne cessait de déplorer, était un jeune homme blond, assez bien tourné, qui s'était posé en candidat pour la diplomatie en conduisant le cotillon au casino de Newport pendant 3 saisons de suite, et même à Londres, il passait pour un danseur hors ligne. Ses seules faiblesses étaient les gardénias et la pairie. Mais cela près, il était parfaitement sensé. Miss Virginia E. Otis était une fillette de 15 ans, svelte et gracieuse comme un faon, avec un bel air de libre allure dans ses grands yeux bleus. C'était une Amazone remarquable, et elle avait fait un jour sur son poney, avec le vieux Lord Bilton, parcourant 2 fois tout le circuit du parc, et gagnant d'1 longueur et demie juste en face de la statue d'Achille, ce qui avait provoqué un délirant enthousiasme chez le jeune duc de Cheshire, si bien qu'il lui proposa séance tenante de l'épouser, et que ses tuteurs durent l'expédier le soir même à Eton, tout inondé de larmes. Après Virginia, il y avait les jumeaux, connus d'ordinaire sous le nom d'Étoile et Bande, parce qu'on les prenait sans cesse à les arborer. C'étaient de charmants enfants, et avec le digne ministre, les seuls vrais républicains de la famille. Comme Canterville Chase est à 7 miles d'Ascot, la gare la plus proche, M. Otis avait télégraphié qu'on vint les prendre en voiture découverte, et on se mit en route dans des dispositions fort gaies. C'était par une charmante soirée de juillet, où l'air était tout embaumé de la senteur des pins. De temps à autre, on entendait un ramier roucoulant de sa plus douce voix, ou bien on entrevoyait, dans l'épaisseur et le froufrou de la fougère, le plastron d'or bruni de quelques faisans. De petits écureuils les épiaient du haut des hêtres sur leur passage, des lapins détalés à travers les fourrés ou par-dessus les tertres mousseux en dressant leur queue blanche. Néanmoins, dès qu'on entra dans l'avenue de Canterville Chase, le ciel se couvrit soudain de nuages. Un silence singulier sembla gagner toute l'atmosphère. Un grand vol de corneilles passa sans bruit au-dessus de leur tête, et avant qu'on fût arrivé à la maison, quelques grosses gouttes de pluie étaient tombées. Sur les marches se tenait, pour les recevoir, une vieille femme convenablement mise en robe de soie noire, en bonnet et tablier blanc. C'était Mrs. Humney, la gouvernante, que Mrs. Otis, sur les vives instances de Lady Canterville, avait consenti à conserver dans sa situation. Elle fit une profonde révérence à la famille quand on mit pied à terre, et dit avec un accent bizarre du bon vieux temps: « Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chase. » On la suivit, en traversant un beau hall en style Tudor, jusque dans la bibliothèque, salle longue, vaste, qui se terminait par une vaste fenêtre à vitraux. Le thé les attendait. Ensuite, quand on se fut débarrassé des effets de voyage, on s'assit, on se mit à regarder autour de soi, pendant que Mrs. Humney s'empressait. Tout à coup, le regard de Mrs. Otis tomba sur une tache d'un rouge foncé sur le parquet, juste à côté de la cheminée, et, sans se rendre aucun compte de ses paroles, elle dit à Mrs. Humney: « Je crains qu'on ait répandu quelque chose à cet endroit. »« Oui, madame, » répondit Mrs. Humney à voix basse, « du sang a été répandu à cet endroit. »« C'est affreux !» s'écria Mrs. Otis. « Je ne veux pas de taches de sang dans un salon. Il faut enlever ça tout de suite. » La vieille femme sourit, et de sa même voix basse, mystérieuse, elle répondit: « C'est le sang de Lady Eleanor de Canterville, qui a été tuée en cet endroit même par son propre mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon lui survécut 9 ans et disparut soudain dans des circonstances très mystérieuses. Son corps ne fut jamais retrouvé, mais son âme coupable continue à hanter la maison. La tache de sang était fort admirée des touristes et d'autres personnes,
Mais l'enlever, c'est impossible. Tout ça, c'est des bêtises, s'écria Washington Otis. Le produit détachant, le nettoyeur incomparable du champion Pinkerton fera disparaître ça en un clin d'œil. Et, avant que la gouvernante horrifiée eût pu intervenir, il s'était agenouillé et frottait vivement le parquet avec un petit bâton d'une substance qui ressemblait à du cosmétique noir. Peu d'instants après, la tache avait disparu, sans laisser aucune trace. « Je savais bien que le Pinkerton en aurait raison !» s'écria-t-il d'un ton de triomphe, en promenant un regard circulaire sur la famille en admiration. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un éclair formidable illumina la pièce sombre et qu'un terrible roulement de tonnerre mit tout le monde debout, excepté Mrs. Umney, qui s'évanouit. « Quel affreux climat !» dit tranquillement le ministre en allumant un long cigare. « Je m'imagine que le pays des aïeux est tellement encombré de population qu'il n'y a pas assez de beau temps pour tout le monde. J'ai toujours été d'avis que ce que les Anglais ont de mieux à faire, c'est d'émigrer. »« Mon cher Hiram, » s'écria Mrs. Otis, « que pouvons-nous faire d'une femme qui s'évanouit ?»« Nous déduirons cela sur ses gages avec la casse, » répondit le ministre. « Après ça, elle ne s'évanouira plus. » Et, en effet, Mrs. Umney ne tarda pas à reprendre ses sens. Toutefois, il était évident qu'elle était bouleversée de fond en comble. Et d'une voix austère, elle avertit Mrs. Otis qu'elle eut à s'attendre à quelque ennui dans la maison. « J'ai vu de mes propres yeux des choses, monsieur, dit-elle, à faire dresser les cheveux sur la tête à un chrétien. Et pendant des nuits et des nuits, je n'ai pu fermer l'œil à cause des faits terribles qui se passent ici. » Néanmoins, M. Otis et sa femme certifièrent à la bonne femme, avec vivacité, qu'ils n'avaient nulle peur des fantômes. La vieille gouvernante, après avoir appelé la bénédiction de la Providence sur son nouveau maître et sa nouvelle maîtresse, et pris des arrangements pour qu'on augmentât ses gages, rentra chez elle en clopinant. 2. La tempête se déchaîna pendant toute la nuit. Mais il ne se produisit rien de remarquable. Le lendemain, quand on descendit pour déjeuner, on retrouva sur le parquet la terrible tache. « Je ne crois pas que ça soit la faute du nettoyeur sans rival, » dit Washington, « car je l'ai essayé sur toutes sortes de taches. Ça doit être le fantôme. » En conséquence, il effaça la tache par quelques frottements. Le surlendemain, elle avait reparu. Et pourtant, la bibliothèque avait été fermée à clé, et Mrs. Otis avait emporté la clé en haut. Dès lors, la famille commença à s'intéresser à la chose. M. Otis était sur le point de croire qu'il avait été trop dogmatique en niant l'existence des fantômes. Mrs. Otis exprima l'intention de s'affilier à la Société psychique et Washington prépara une longue lettre à messieurs Myers et Podmore au sujet de la persistance des taches de sang quand elles résultent d'un crime. Cette nuit-là leva tous les doutes sur l'existence objective des fantômes. La journée avait été chaude et ensoleillée. La famille profita de la fraîcheur de la soirée pour faire une promenade en voiture. On ne rentra qu'à 9 heures et on prit un léger repas. La conversation ne porta nullement sur les fantômes, de sorte qu'il manquait même les conditions les plus élémentaires d'attente et de réceptivité qui précèdent si souvent les phénomènes psychiques. Les sujets qu'on discuta, ainsi que je l'ai appris plus tard de M. Otis, furent simplement ceux qui alimentent la conversation des Américains cultivés, qui appartiennent aux classes supérieures. Par exemple, l'immense supériorité de Miss Janie Davenport sur Sarah Bernhardt comme actrice, la difficulté de trouver du maïs vert, des galettes de sarrasin, de la polenta, même dans les meilleures maisons anglaises.
l'importance de Boston dans l'expansion de l'âme universelle, les avantages du système qui consiste à enregistrer les bagages des voyageurs, puis la douceur de l'accent new-yorkais comparé au ton traînant de Londres. Il ne fut aucunement question de surnaturel. On ne fit pas la moindre allusion, même indirecte, à Sir Simon de Canterville. À 11 heures, la famille se retira. À 11h30, toutes les lumières étaient éteintes. Quelques instants plus tard, M. Otis fut réveillé par un bruit singulier dans le corridor, en dehors de sa chambre. Cela ressemblait à un bruit de ferraille et se rapprochait de plus en plus. Il se leva aussitôt, fit flamber une allumette et regarda l'heure. Il était 1 heure juste. M. Otis était tout à fait calme. Il se tâta le pouls et ne le trouva pas du tout agité. Le bruit singulier continuait, en même temps que se faisait entendre distinctement un bruit de pas. M. Otis mit ses pantoufles, prit dans son nécessaire de toilette une petite fiole allongée et ouvrit la porte. Il aperçut, juste devant lui, dans le pâle clair de lune, un vieil homme d'aspect terrible. Les yeux paraissaient comme des charbons rouges. Une longue chevelure grise tombait en mèches agglomérées sur ses épaules. Ses vêtements, d'une coupe antique, étaient salis, déchirés. De ses poignets et de ses chevilles pendaient de lourdes chaînes et des entraves rouillées. « Mon cher monsieur, dit M. Otis, permettez-moi de vous prier instamment d'huiler ces chaînes. Je vous ai apporté tout exprès une petite bouteille du graisseur de Tammany Soleil Levant. On dit qu'une seule application est très efficace. Sur l'enveloppe, il y a plusieurs certificats des plus éminents théologiens de chez nous qui en font foi. Je vais la laisser ici pour vous, à côté des bougeoirs. Je me ferai un plaisir de vous en procurer davantage, si vous le désirez. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa la fiole sur une table de marbre, ferma la porte et se remit au lit. Pendant quelques instants, le fantôme de Canterville resta immobile d'indignation. Puis, lançant rageusement la fiole sur le parquet ciré, il s'enfuit à travers le corridor, en poussant des grondements caverneux et émettant une singulière lueur verte. Néanmoins, comme il arrivait au grand escalier de chêne, une porte s'ouvrit soudain. 2 petites silhouettes drapées de blanc se montrèrent, et un lourd oreiller lui frôla la tête. Évidemment, il n'y avait pas de temps à perdre. Aussi, utilisant comme moyen de fuite la 4e dimension de l'espace, il s'évanouit à travers le badigeon et la maison reprit sa tranquillité. Parvenu dans un petit réduit secret de l'aile gauche, il s'adossa à un rayon de lune pour reprendre haleine et se mit à réfléchir pour se rendre compte de sa situation. Jamais, dans une brillante carrière qui avait duré 300 ans de suite, il n'avait été insulté aussi grossièrement. Il se rappela la duchesse douairière, qu'il avait jetée dans une crise d'épouvante pendant qu'elle se contemplait, couverte de dentelles et de diamants, devant la glace. Les 4 bonnes qu'il avait affolées en des convulsions hystériques, rien qu'en leur faisant des grimaces entre les rideaux d'une des chambres d'amis. Le recteur de la paroisse, dont il avait soufflé la bougie pendant qu'il revenait de la bibliothèque à une heure avancée et qui depuis était devenu un client assidu de Sir William Gull et un martyr de tous les genres de désordre nerveux. La vieille madame de Trémouillac, qui, se réveillant de bonne heure, avait vu, dans le fauteuil près du feu, un squelette occupé à lire le journal qu'elle rédigeait, et avait été condamnée à garder le lit pendant 6 mois par une attaque de fièvre cérébrale. Une fois remise, elle s'était réconciliée avec l'Église et avait rompu toute relation avec ce sceptique avéré, Monsieur de Voltaire.
Il se rappela aussi la nuit terrible où ce coquin de Lord Canterville avait été trouvé râlant dans son cabinet de toilette, le valet de pique enfoncé dans sa gorge, et avait avoué qu'au moyen de cette même carte, il avait filouté à Charles Fox, chez Crockford, la somme de 10 000 livres. Il jurait que le fantôme lui avait fait avaler cette carte. Tous ces grands exploits lui revenaient à la mémoire. Il vit défiler le sommelier qui s'était brûlé la cervelle pour avoir vu une main verte tambouriner sur la vitre, et la belle Lady Stiefield qui était condamnée à porter au cou un collier de velours noir pour cacher la marque de 5 doigts imprimés comme du fer rouge sur sa peau blanche, et qui avait fini par se noyer dans le vivier au bout de l'allée du roi. Et, tout plein de l'enthousiasme égoïste du véritable artiste, il passa en revue ses rôles les plus célèbres. Il s'adressa un sourire amer en évoquant sa dernière apparition dans le rôle de Ruben le Rouge ou le nourrisson étranglé, son début dans celui de Gibéon le vampire maigre de la lande de Bexley, et la furore qui l'avait excité par une charmante soirée de juin, rien qu'en jouant au quilles avec ses propres ossements sur la pelouse du lawn tennis. Et tout cela pour aboutir à quoi ? De misérables Américains modernes venaient lui offrir le graisseur à la marque du soleil levant, et ils lui jetaient des oreillers à la tête. C'était absolument intolérable. En outre, l'histoire nous apprend que jamais fantôme ne fut traité de cette façon. La conclusion qu'il en tira, c'est qu'il devait prendre sa revanche, et il resta jusqu'au lever du jour dans une attitude de profonde méditation. 3. Le lendemain, quand le déjeuner réunit la famille Otis, on discuta assez longuement sur le fantôme. Le ministre des États-Unis était naturellement un peu froissé de voir que son offre n'avait pas été agréée. « Je n'ai nullement l'intention de faire au fantôme une injure personnelle, fit-il, et je reconnais que, vu la longue durée de son séjour dans la maison, ce n'était pas du tout poli de lui jeter des oreillers à la tête. » Je suis fâché d'avoir à dire que cette observation si juste provoqua chez les jumeaux une explosion de rire. « Mais d'autre part, reprit M. Otis, s'il persiste pour tout de bon à ne pas employer le graisseur à la marque Soleil levant, il faudrait que nous lui enlevions ses chaînes. Il n'y aurait plus moyen de dormir avec tout ce bruit à la porte des chambres à coucher. » Néanmoins, pendant le reste de la semaine, on ne fut pas dérangé. La seule chose qui attira quelque attention, c'était la réapparition continuelle de la tache de sang sur le parquet de la bibliothèque. C'était certes bien étrange, d'autant plus que la porte en était toujours fermée à clé le soir par M. Otis et contenait les fenêtres soigneusement closes. Les changements de teinte que subissait la tache, comparables à ceux d'un caméléon, produisirent aussi de fréquents commentaires. Certains matins, elle était d'un rouge foncé, presque d'un rouge indien. D'autres fois, elle était vermillon, puis d'un pourpre riche, et une fois, quand on descendit pour faire la prière, conformément au simple rite de la libre Église épiscopale réformée d'Amérique, on la trouva d'un beau vert émeraude. Naturellement, ces permutations de kaléidoscope amusèrent beaucoup la troupe, et on faisait chaque soir des paris sans se gêner. La seule personne qui ne prit point de part à la plaisanterie était la petite Virginie. Pour certaines raisons ignorées, elle était toujours vivement impressionnée à la vue de la tache de sang, et elle fut bien près de pleurer le matin où la tache parut vert émeraude.
Le fantôme fit sa seconde apparition une nuit de dimanche. Peu de temps après qu'on fut couché, on fut soudain alarmé par un énorme fracas qui s'entendit dans le hall. On descendit à la hâte et on trouva qu'une armure complète s'était détachée de son support et était tombée sur les dalles. Tout près de là, assis dans un fauteuil au dossier élevé, le fantôme de Canterville se frictionnait les genoux avec une expression de vive souffrance peinte sur la figure. Les jumeaux, qui s'étaient munis de leur sarbacane, lui lancèrent aussitôt 2 boulettes avec cette sûreté de coup d'œil qu'on ne peut acquérir qu'à force d'exercices longs et patients sur le professeur d'écriture. Pendant ce temps-là, le ministre des États-Unis tenait le fantôme dans la ligne de son revolver et, conformément à l'étiquette californienne, le sommait de lever les mains en l'air. Le fantôme se leva brusquement en poussant un cri de fureur sauvage et se dissipa au milieu d'eux comme un brouillard, en éteignant au passage la bougie de Washington Otis et laissant tout le monde dans la plus complète obscurité. Quand il fut au haut de l'escalier, il reprit possession de lui-même et se décida à lancer son célèbre carillon d'éclats de rire satanique. En maintes occasions, il avait expérimenté l'utilité de ce procédé. On raconte que cela avait fait grisonner en une seule nuit la perruque de Lord Rucker. Il est certain qu'il n'en avait pas fallu davantage pour décider les 3 gouvernantes françaises à donner leur démission avant d'avoir fini leur premier mois. En conséquence, il lança son éclat de rire le plus horrible, réveillant de proche en proche les échos sous les antiques voûtes. Mais à peine les terribles sonorités s'étaient-elles éteintes qu'une porte s'ouvrit et qu'apparut en robe bleu clair Mrs. Otis. « Je crains, dit-elle, que vous ne soyez indisposé, et je vous ai apporté une fiole de la teinture du docteur Dobell. Si c'est une indigestion, ça vous fera beaucoup de bien. » Le fantôme la regarda avec des yeux flambants de fureur et se mit en mesure de se changer en un gros chien noir. C'était un tour qui lui avait valu une réputation bien méritée et auquel le médecin de la famille attribuait toujours l'idiotie incurable de l'oncle de Lord Canterville, l'honorable Thomas Horton. Mais le bruit de pas qui se rapprochait le fit chanceler dans sa cruelle résolution, et il se contenta de se rendre légèrement phosphorescent. Puis il s'évanouit, après avoir poussé un gémissement sépulcral, car les jumeaux allaient le rattraper. Rentré chez lui, il se sentit brisé, en proie à la plus violente agitation. La vulgarité des jumeaux, le grossier matérialisme de Mrs. Otis, tout cela était certes très vexant, mais ce qui l'humiliait le plus, c'est qu'il n'avait pas la force de porter la cotte de maille. Il avait compté faire impression, même sur des Américains modernes, les faire frissonner à la vue d'un spectre cuirassé, sinon par des motifs raisonnables, du moins par déférence pour leur poète national Longfellow, dont les poésies gracieuses et attrayantes l'avaient aidé bien souvent à tuer le temps, pendant que les Canterville étaient à Londres. En outre, c'était sa propre armure. Il l'avait portée avec grand succès au tournoi de Kenilworth et avait été chaudement complimenté par la Reine Vierge en personne. Mais quand il avait voulu la mettre, il avait été absolument écrasé par le poids de l'énorme cuirasse, du aume d'acier. Il était tombé lourdement sur les dalles de pierre, s'était cruellement écorché les genoux et contusionné le poignet droit. Pendant plusieurs jours, il fut très malade et faisait à peine quelques pas hors de chez lui, juste ce qu'il fallait pour maintenir en bon état la tache de sang. Néanmoins, à force de soins, il finit par se remettre, et il décida de faire une 3e tentative pour enrayer le ministre des États-Unis et sa famille. Il choisit pour sa rentrée en scène
le vendredi 17 août et consacra une grande partie de cette journée-là à passer la revue de ses costumes. Son choix se fixa, enfin, sur un chapeau à bord relevé d'un côté et rabattu de l'autre, avec une plume rouge, un linceul effiloché aux manches et au collet, enfin un poignard rouillé. Vers le soir, un violent orage de pluie éclata. Le vent était si fort qu'il secouait et faisait battre portes et fenêtres dans la vieille maison. Bref, c'était bien le temps qu'il lui fallait. Voici ce qu'il comptait faire. Il se rendrait sans bruit dans la chambre de Washington Otis, lui jargonnerait des phrases en se tenant au pied du lit et lui planterait 3 fois son poignard dans la gorge au son d'une musique étouffée. Il en voulait tout particulièrement à Washington, car il savait parfaitement que c'était Washington qui avait l'habitude constante d'enlever la fameuse tache de sang de Canterville par l'emploi du nettoyeur incomparable de Pinkerton. Après avoir réduit à un état de terreur abjecte le téméraire, l'insouciant jeune homme, il devait ensuite pénétrer dans la chambre occupée par le ministre des États-Unis et sa femme. Alors, il poserait une main visqueuse sur le front de Mrs. Otis, pendant que, d'une voix sourde, il murmurerait à l'oreille de son mari, tremblant, les secrets terribles du charnier. En ce qui concernait la petite Virginie, il n'était pas tout à fait fixé. Elle ne l'avait jamais insulté en aucune façon. Elle était jolie et douce. Quelques grognements sourds partant de l'armoire, cela lui semblait plus que suffisant. Et si ce n'était pas assez pour la réveiller, il irait jusqu'à tirailler la courte pointe avec ses doigts secoués par la paralysie. Pour les jumeaux, il était tout à fait résolu à leur donner une leçon. La première chose à faire, certes, serait de s'asseoir sur leur poitrine, de façon à produire la sensation étouffante du cauchemar. Puis, profitant de ce que leur lit était très rapproché, ils se dresseraient dans l'espace libre entre eux, sous l'aspect d'un cadavre vert, froid comme la glace, jusqu'à ce qu'ils fussent paralysés par la terreur. Ensuite, jetant brusquement son suaire, il ferait à 4 pattes le tour de la pièce, en squelette blanchi par le temps, avec un œil roulant dans l'orbite, jouant aussi le Daniel le Muet ou le squelette du suicidé, rôle dans lequel il avait en maintes occasions produit un grand effet. Il s'y jugeait aussi bon que dans son autre rôle, Martin le Maniaque ou le Mystère Masqué. À 10h30, il entendit la famille qui montait se coucher. Pendant quelques instants, il fut inquiété par les tumultueux éclats de rire des jumeaux qui, évidemment, avec leur folle gaieté d'écoliers, s'amusaient avant de se mettre au lit. Mais à 11h15, tout était redevenu silencieux. Et quand sonna minuit, il se mit en marche. La chouette se heurtait contre les vitres de la fenêtre. Le corbeau croissait dans le creux d'un vieil if, et le vent gémissait en errant autour de la maison comme une âme en peine. Mais la famille Otis dormait, sans se douter aucunement du sort qui l'attendait. Il percevait distinctement les ronflements réguliers du ministre des États-Unis par-dessus le bruit de la pluie et de l'orage. Il se glissa furtivement à travers le badigeon. Un mauvais sourire se dessinait sur sa bouche cruelle et plissée, et la lune cacha sa figure derrière un nuage lorsqu'il passa devant la grande baie ogivale où étaient représentées en bleu et or ses propres armoiries et celles de son épouse assassinée. Il allait toujours, glissait comme une ombre funeste, qui semblait faire reculer d'horreur les ténèbres elles-mêmes sur son passage.
Une fois, il crut entendre quelqu'un qui appelait. Il s'arrêta, mais ce n'était qu'un chien qui aboyait dans la ferme rouge. Il se remit en marche, en marmottant d'étranges jurons du XVIe siècle et brandissant de temps à autre le poignard rouillé dans la brise de minuit. Enfin, il arriva à l'angle du passage qui conduisait à la chambre de l'infortuné Washington. Il y fit une courte pause. Le vent agitait autour de sa tête ses longues mèches grises, contournait en plis grotesques et fantastiques l'horreur indicible du suaire de cadavre. Alors, la pendule sonna le quart. Il comprit que le moment était venu. Il s'adressa à un ricanement et tourna l'angle. Mais à peine avait-il fait ce pas qu'il recula en poussant un pitoyable gémissement de terreur, en cachant sa face blême dans ses longues mains osseuses. Juste en face de lui se tenait un horrible spectre, immobile comme une statue, monstrueux comme le rêve d'un fou. La tête du spectre était chauve et luisante, la face ronde, potelée et blanche. Un rire hideux semblait en avoir tordu les traits en une grimace éternelle. Par les yeux sortait à flot une lumière rouge écarlate. La bouche avait l'air d'un vaste puits de feu, et un vêtement hideux, comme celui de Simon lui-même, drapait de sa neige silencieuse la forme titanique. Sur la poitrine était fixé un placard portant une inscription en caractères étranges, antiques. C'était peut-être un écriteau d'infamie où étaient inscrits des forfaits affreux, une terrible liste de crimes. Enfin, dans sa main droite, il tenait un cimeterre d'acier étincelant. Comme il n'avait jamais vu de fantôme jusqu'à ce jour, il éprouva naturellement une terrible frayeur. Et, après avoir vite jeté un second regard sur l'affreux fantôme, il regagna sa chambre à grands pas, en trébuchant dans le linceul dont il était enveloppé. Il parcourut le corridor en courant, et finit par laisser tomber le poignard rouillé dans les bottes à l'écuyère du ministre, où le lendemain le maître d'hôtel le retrouva. Une fois rentré dans l'asile de son retrait, il se laissa tomber sur un petit lit de sangle et se cacha la figure sous les draps. Mais, au bout d'un moment, le courage indomptable des Canterville d'autrefois se réveilla en lui, et il prit la résolution d'aller parler à l'autre fantôme dès qu'il ferait jour. En conséquence, dès que l'aube eut argenté de son contact les collines, il retourna à l'endroit où il avait aperçu pour la première fois le hideux fantôme. Il se disait qu'après tout, 2 fantômes valaient mieux qu'un seul, et qu'avec l'aide de son nouvel ami, il pourrait se colter victorieusement avec les jumeaux. Mais quand il fut à l'endroit, il se trouva en présence d'un terrible spectacle. Il était évidemment arrivé quelque chose au spectre, car la lumière avait complètement disparu de ses orbites. Le cimeterre étincelant était tombé de sa main, et il se tenait adossé au mur, dans une attitude contrainte et incommode. Simon s'élança en avant et le saisit dans ses bras. Mais quelle fut son horreur! En voyant la tête se détacher et rouler sur le sol, le corps prendre la posture couchée, et il s'aperçut qu'il étreignait un rideau de grosses toiles blanches, et qu'un balai, un couperet de cuisine et un navet évidé gisaient à ses pieds. Ne comprenant rien à cette curieuse transformation, il saisit d'une main fiévreuse l'écriteau, et il lut, grâce à la lueur grise du matin, ces mots terribles. « Voici le fantôme Otis, le seul véritable et authentique esprit. Se défier des imitations, tous les autres sont des contrefaçons. » Et toute la vérité lui apparut comme dans un éclair.
Il avait été berné, mystifié, joué. L'expression qui caractérisait le regard des vieux Canterville reparut dans ses yeux. Il serra ses mâchoires édentées, et, levant au-dessus de sa tête ses mains flétries, il jura, conformément à la formule pittoresque de l'école antique, que, quand Chanteclair aurait sonné 2 fois son joyeux appel de corps, des exploits sanglants s'accompliraient, et que le meurtre aux pieds silencieux sortirait de la retraite. Il avait à peine fini d'énoncer ce redoutable serment que, d'une ferme lointaine, au toit de tuiles rouges, partit un chant de coq. Il poussa un rire prolongé, lent, amer, et attendit. Il attendit 1 heure, puis une autre. Mais pour quelque raison mystérieuse, le coq ne chanta pas une autre fois. Enfin, vers 7h30, l'arrivée des bonnes le contraignit à quitter sa terrible faction. Il rentra chez lui, d'un pas fier, en songeant à son vain serment et à son vain projet manqué. Là, il consulta divers ouvrages sur l'ancienne chevalerie, dont la lecture l'intéressait extraordinairement, et il y vit que Chanteclair avait toujours chanté 2 fois, dans les occasions où l'on avait eu recours à ce serment. « Que le diable emporte cet animal de volatile, murmura-t-il. Dans le temps jadis, avec ma bonne lance, j'aurais fondu sur lui. Je lui aurais percé la gorge, et je l'aurais forcé à chanter une autre fois pour moi, dût-il en crever. » Cela dit, il se retira dans un confortable cercueil de plomb, et y resta jusqu'au soir.